Il est 19 Il est 19h, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Pechakucha Night organisé par Papsti Grand Paris avec l'autorisation de Volume Coworking. Donc, il s'agit de notre deuxième événement Pechakucha Night en ligne. Le premier ayant été sur les matériaux de réemploi dans l'événementiel et les constructions éphémères. Celui-ci étant sur le matériau spécifique du bois dans l'événementiel et les constructions éphémères. Cet événement est enregistré et sera disponible en rediffusion. Donc, je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis Violaine Huc. Je suis chef de projet pour le projet Reflow pour Fab City Grand Paris. Et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée. Quelques petits mots sur Fab City Grand Paris. Donc, Fab City Grand Paris est une association qui s'inscrit dans le mouvement des Fab City. C'est un réseau local de créateurs, designers, architectes, agriculteurs et agricultrices urbains, innovateurs, Fab Labs, think tank et bureaux d'études, engagés dans la montée en puissance de l'économie circulaire et collaborative et concentre son activité dans la région parisienne. L'association est également pilote de 2 projets européens, à savoir le projet Reflow et le projet Centrino. Donc ce soir, nous avons 7 intervenantes et intervenants de 6 entités différentes. Alors, avant de vous les présenter, je vais m'attarder un petit peu sur le format un peu particulier du Pechakucha. Le Pechakucha est un format de présentation orale, c'est également une marque déposée, qui nous vient tout droit du Japon. Pechakucha signifiant bavardage ou bruit, son de la conversation. Sa particularité, c'est que chaque intervenante et intervenant aura 6 minutes 40 pour présenter, pour faire sa présentation, avec 20 slides de 20 secondes chacune. C'est-à-dire qu'une fois que la présentation sera lancée, les slides vont défiler automatiquement. Donc, je remercie les intervenantes et intervenants de s'être pliés à cet exercice qui est assez challengeant. Nous sommes très heureux de vous retrouver toutes et tous pour cet événement sur le bois de réemploi dans l'événementiel et les constructions éphémères. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Reflow, dans lequel Fab City Grand Paris est engagé en tant que coordinateur du consortium parisien. Et je vais m'attarder un peu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet Reflow. Alors, le projet Reflow. Donc, le projet Reflow, c'est un projet européen qui est subventionné par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne. C'est 28 partenaires à travers 9 pays qui travaillent sur 6 villes pilotes. Le projet Reflow a pour but de construire des méthodologies, des outils, des objets pour favoriser l'économie circulaire dans les zones urbaines et périurbaines. Nous nous concentrons à travers ce projet Reflow dans chacune des villes sur des matériaux différents. Donc, nous avons Amsterdam, Berlin, Milan, Paris, Weil au Danemark et Cluj-Napoca qui sont les 6 villes pilotes. Donc, pour Berlin, la matière qui a été choisie, c'est la chaleur des eaux usées, la récupération de la chaleur des eaux usées. À Amsterdam, ils traitent du textile. À Milan, du gaspillage alimentaire. À Weil, au Danemark, ce sera le plastique. Chez nous, à Paris, c'est le bois, dans l'événementiel et les constructions éphémères. Et à Cluj-Napoca, en Roumanie, c'est l'énergie urbaine. Donc, dans chacune des villes du projet Reflow, on va cartographier les manufactures urbaines existantes, l'innovation et les infrastructures de recyclage, et on teste et on co-crée de nouvelles formes de gouvernance basées sur l'économie circulaire et la production locale. Donc, vous l'aurez compris, le but est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc, l'économie linéaire, c'est on extrait la matière première est transformée en objet, en objet. Cette matière vit une première vie, l'objet vit une première vie, puis à l'issue de cette première vie, il est considéré comme un déchet et traité tel quel. L'économie circulaire, au contraire, c'est extraire de la matière première une fois, puis permettre à l'objet ainsi créé d'avoir non pas une, mais plusieurs vies et pouvoir réinjecter cette matière au sein de l'économie pour créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, de nouvelles chaînes d'approvisionnement entre les petites et moyennes entreprises et les industries au niveau de la ville et de la région.
Donc, au sein du consortium parisien, qui traitons donc du bois dans l'événementiel et les constructions éphémères, nous sommes 4 entités, à savoir Fabsti Grand Paris, coordinateur du consortium parisien, Ars Longa, association dans le design, la ville de Paris et Volume Coworking. Nous axons notre travail au sein du consortium parisien autour de 3 axes qui sont outiller, concevoir, sensibiliser et évaluer. Alors, outiller comment? En développant des outils simples et efficaces rendant disponibles les matériaux de réemploi aux acteurs de l'upcycling. Concevoir comment? Conception d'un système de réemploi viable utilisé par les acteurs et les actrices de l'événementiel et de l'architecture temporaire. Sensibiliser et évaluer comment? Sensibiliser à quoi? Aux pratiques circulaires et aux solutions technologiques. Et on évalue l'impact produit. Donc voici un petit résumé de toutes les solutions qui sont développées au sein du consortium parisien et à quels axes de travail ces solutions correspondent. Donc vous avez la dimensionneuse dont vous aurez le plaisir de découvrir un petit peu ce que fait la dimensionneuse avant, donc je ne veux pas spoiler. Dans une des présentations, la base de données des matériaux. Donc, en fait, on cherche à avoir une visibilité sur les matériaux de réemploi pour qu'ils puissent être facilement localisés et exploitables, avec évidemment une étiquette traçante qui permet de tracer sa vie, de pouvoir le localiser rapidement et de savoir d'où vient le déchet, la matière, comment est-ce qu'elle est transformée et où est-ce qu'elle part pour sa seconde, troisième, quatrième vie. ReflowOS, qui est une plateforme développée au sein du projet européen, donc c'est au niveau européen, c'est plus au niveau de Paris. C'est une plateforme à la fois, c'est un marketplace et un réseau social des acteurs et des actrices du réemploi qui permet de connecter les gens à d'autres entités qui ont les compétences ou les matériaux qu'ils ou elles recherchent. Driven, un incubateur. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur les activités de Driven, du projet Driven de l'incubateur, je vous invite à aller voir la page Facebook de Fabsti Grand Paris et vous pourrez regarder le précédent Pecha Kucha qui a une présentation de Driven. L'analyse des flux de matériaux, en fait, c'est une analyse, une photographie très détaillée d'un événement, les matières que l'événement consomme, par exemple, et celles qu'elle rejette, et comment on peut travailler pour mettre ça de manière plus circulaire. Et le relabel, pareil, je ne veux pas spoiler, vous aurez le plaisir d'avoir une présentation du relabel aujourd'hui. Voilà, alors ce sera tout pour moi. Maintenant, je vais vous présenter les intervenantes et les intervenants de ce soir. Donc, nous avons Sylvain Denis, fondateur et président de Triple D. Puis, donc, les personnes que je présente, c'est dans l'ordre de passage. Min Nguyen, cofondateur de WAO et entre autres membre du consortium parisien au sein de Fabsti Grand Paris pour Reflow. Mathieu Paradas-Arroyo, président de l'association Restore. Ensuite, pour la ressourcerie du cinéma, nous aurons la cofondatrice et le cofondateur de la ressourcerie du cinéma avec Karine Dorland de Polignac et Joran Bonin. Ensuite, nous aurons le plaisir de retrouver Extramuros, l'association, avec Maxime Claparède. Puis, enfin, Thibault Louvet, designer à Ars Longa. Donc alors vous aurez compris, le programme de ce soir est très chargé. Nous allons tout faire pour vous rendre le voyage agréable. De par le format Pecha Kucha, donc je vous l'ai déjà dit, chaque présentation durera 6 minutes 40 secondes. Une fois lancée, c'est parti, la présentation se déroulera toute seule. À l'issue de chaque présentation, nous aurons 5 minutes d'échange en commun avec vous, spectateurs et spectatrices. Vous pourrez nous sélectionnerons les questions que nous aurons envoyées sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur le chat. Nous sommes très friands et friandes des questions. Ces questions-là seront relevées par mon équipe de choc qui agit en coulisses. Donc, je les remercie chaleureusement par avance. Et ensuite, durant ces 5 minutes-là, je lirai et transmettrai les questions à l'intervenant et l'intervenante qui viendra de faire sa présentation. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer
avec la première présentation. C'est donc Sylvain, Sylvain Denis, pardon, de Triple D. Alors Sylvain, je vais t'inviter à remettre ton micro, s'il te plaît, et me rejoindre. Alors, je ne t'entends pas, Sylvain. Non, je ne t'entends pas, Sylvain. Est-ce que tu peux parler? Ah, un petit problème de connexion. Alors, est-ce que tu pourrais regarder, on est en avance, donc il n'y a pas de problème, les paramètres de ton micro, parce qu'en fait, on t'entendait bien tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, bon, je vais broder un petit peu en attendant. Donc, Sylvain Denis, fondateur, pardon, et président de Triple D. Donc, je ne veux pas spoiler sa présentation. Ah oui, on t'entend, c'est bon. Ok, parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Super, super. Alors, il va falloir parler un tout petit peu plus fort, par contre. Ok, c'est bon pour Ah, c'est bon. super, parfait. Tu me dis quand c'est bon. Moi, j'appuie sur entrée et ta présentation va se dérouler toute seule après. Ok, et ben quand tu veux. C'est parti. Alors bonjour, merci de me donner la parole aujourd'hui. Je me présente, Sylvain Denis, je suis directeur de la société Triple D que j'ai créée en 2017. Triple D, c'est une petite entreprise de 6 salariés qui est spécialisée dans l'aménagement d'espace et la scénographie en éco-conception. L'éco-conception, c'est un principe qui consiste à respecter toutes les étapes de vie d'un produit dans le développement durable. Par exemple, concevoir un mobilier en bois en appliquant ce concept, c'est réfléchir en amont à comment pouvoir le démonter et récupérer toutes les pièces à la fin afin de pouvoir les réutiliser sur un futur projet. Notre concept il repose complètement sur ce concept-là et il a pour but de créer tout un tas d'aménagements, de mobilier, de décoration éphémère, mais en faisant très attention de pouvoir intégralement tout démonter à la fin et de réutiliser intégralement tous les matériaux que nous engageons. Par exemple, si aujourd'hui vous venez dans le stock de Triple D, malgré le fait que notre catalogue propose tout un tas de mobilier et de solutions différentes, vous n'en trouverez aucun dans notre entrepôt parce qu'une fois la fin de l'événement, nous démontons tout intégralement, nous trions les matériaux et nous les réutilisons pour fabriquer de nouveaux mobiliers. C'est une sorte de boîte à Lego géante. Ça nous permet de grandement minimiser notre consommation de matériaux, de réduire les volumes déplacés, parce que tout est démonté et monté et démonté sur place, mais aussi de pouvoir toujours intégralement avoir en tête, lorsque nous consommons des choses, cette donnée éco-responsable de récupération des matériaux. L'événementiel en France, donc c'est des milliers d'événements, pas vraiment les dernières années en tout cas, mais dans ces milliers d'événements, on a toujours une problématique qui est omniprésente, c'est celle de devoir monter et démonter des choses quelques heures ou quelques jours à la suite de l'événement. Donc, et ça dans des délais très 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 courts. Donc pour réaliser tout ça, les acteurs ils vont souvent chercher des matériaux malléables, personnalisables et un petit peu pas très chers non plus. Donc dans tout ça, parce qu'il y a une prise de conscience écologique, la notion écologique aussi est de plus en plus présente ces dernières années et en découle en fait un matériau qui ressort un petit peu de manière générale dans chaque projet, c'est le bois. Parce que le bois, il est considéré comme quelque chose extrêmement personnalisable et surtout affilié à l'écologie. Lorsqu'un projet, lorsque quelque chose est... Je crois que les slides ne sont pas, ne sont pas en seconde. Lorsqu'un projet est en fait veut être affilié à l'écologie, on va tout de suite penser au bois. Mais du coup, dans cette solution écologique, qui est le bois, il faut garder quelque chose d'extrêmement important dans son utilisation, c'est que malgré le fait qu'il puisse être recyclé, il peut être aussi acheté. Parce que oui, en effet, il ne faut pas s'empêcher en fait d'acheter du neuf, parce qu'il suffit simplement d'acheter intelligemment. En fait, il faudra concevoir de toute manière son utilisation de telle manière à pouvoir le démonter et intégralement le réutiliser par la suite. Acheter du neuf, en fait, donc faut arrêter vraiment
de le diaboliser, mais il faut plutôt l'encadrer. Il faut être conseillé, il faut, comme lorsque vous allez dans un magasin, il faut en fait se renseigner, il faut regarder les certifications. Il en va de notre responsabilité de se renseigner, d'aller chercher en fait des bases de données qui nous permettent d'avoir une traçabilité de l'endroit d'où provient le bois que nous pouvons acheter. Pour ça, il faut très bien connaître les filières de bois. Il faut connaître ses dimensions, il faut connaître la manière de l'adapter à ses constructions, il faut connaître la logistique de livraison afin de pouvoir anticiper au maximum les commandes que nous allons réaliser et surtout connaître aussi les essences locales pour pouvoir travailler avec des scieries dans sa région. Tout un tas d'informations qui sont vraiment, vraiment importantes d'avoir en tête pour bien pratiquer son réseau. Donc à tout ça s'ajoute bien entendu la donnée éco-responsable, pas l'utilisation de colle, pas de peinture, on essaie de privilégier au maximum la visserie à la clouterie. Tous ces détails qui sont en fait extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de pouvoir facilement et proprement démonter le mobilier à la fin de son utilisation. Par exemple, en France, la taille standard d'un panneau, ça fait 2,50 m sur 1,20 m. Donc il faut réussir à concevoir ces constructions en faisant en sorte de pouvoir utiliser ces matériaux en entier sans avoir à les démonter. Donc si votre client souhaite par exemple une cloison de 2,50 m sur un stand, on essaie d'ouvrir un dialogue et on lui propose quelque chose à 2,50 m. Il faut être également en très bon contact avec ses fournisseurs. C'est primordial. Ce sont les acteurs de la filière du bois qui sont les plus à même de pouvoir nous proposer les meilleures solutions, à la fois adaptées à leur stock, à leur production, mais aussi en termes de conseils. Il n'y aura pas meilleure personne que son vendeur de bois pour nous conseiller de comment construire, comment acheter pour éviter les chutes et éviter les erreurs. Si un client souhaite une essence spécifique, par exemple, pour quelque chose, il va falloir réussir, et que son fournisseur, lui, en possède une autre, il va falloir encore une fois ouvrir un dialogue et essayer de lui proposer cette essence-là pour favoriser l'achat de quelque chose qui existe et de ne pas consommer et surproduire une nouvelle matière. Il faut également aussi penser aux filières adjacentes à celle du bois, qui, en fait, comme la logistique, parce que pour concevoir une structure, il faut également connaître ses dimensions, son poids, pour facilement la déplacer et ne pas conduire des camions à vide. Dans toutes ces filières, les filières de récupération sont aussi omniprésentes dans la conception de structures éphémères, parce qu'avant même d'avoir conçu et d'avoir fabriqué une structure, il faut réussir à être en mesure d'établir un listing du bois une fois démonté, afin de pouvoir le proposer à divers acteurs et être en mesure de revaloriser tous ces matériaux. C'est relativement simple de nos jours de trouver des acteurs du réemploi susceptibles de revaloriser son bois, mais il est vraiment nécessaire d'avoir un bon dialogue avec eux, d'échanger et d'être en mesure d'être conseillé également pour bien concevoir et encore une fois bien démonter pour que eux puissent facilement revaloriser les matériaux. Donc en résumé, le bois c'est une solution très prisée. C'est une très très bonne approche pour réussir à donner une donnée très éco-responsable à ces événements, mais il est très important de connaître cette matière, toutes ces filières, parce qu'une fois que le sujet est bien maîtrisé, on se rend compte qu'on est vraiment en capacité de réduire notre consommation et ainsi d'obtenir l'effet un petit peu le saint graal de réduire l'impact du secteur événementiel. Voilà. Merci Sylvain. Alors, je suis désolée, c'est vrai que la première slide, elle a mis un petit peu de temps à Oui, partir. Ça, je crois que j'étais en décalé complet sur les slides. ouais, ça, Je crois que j'étais timé, mais je crois que les slides n'étaient pas du tout là. Je crois qu'on est à la moitié de la présentation. En tout cas, merci pour ta présentation. Je m'excuse pour ce petit couac. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Je vous propose de passer directement aux questions sur un beau fond de présentation de bois, de photos de bois, etc. Alors, les petites questions que j'ai. Alors, au-delà de votre conception et de votre production, est-ce que vous mettez en place lors des festivals des dispositifs de médiation de recyclage auprès du public ou est-ce que vous considérez que ça n'est pas votre travail? Alors, nous n'avons pas vraiment la possibilité de mettre ce genre de choses en place, en effet, parce que sur des festivals, on va vraiment avoir la position d'un prestataire. Donc ce n'est malheureusement pas quelque chose que nous avons la possibilité de mettre en place jusqu'à présent. Divers festivals le font déjà. Donc, l'exemple de Wheel of Green, je sais qu'il y a un gros travail là-dessus avec Noémie qui effectivement essaie de dialoguer avec les festivaliers.
Mais en tout cas, nous, de notre côté, Triple D, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le faire parce que nous sommes de l'autre côté de la barrière en tant que prestataire. On a moins ce rapport et ce dialogue avec le public. D'accord, merci beaucoup. Vos activités sont uniquement en Île-de-France, en France ou à l'international? Alors, je dirais pas international, parce que le seul pays étranger de la France, c'était la Belgique, et c'était la frontière. Donc, c'est presque de l'international. Mais sinon, non, on va réussir à intervenir sur tout le territoire français. Par exemple, parce qu'en fait, nous, donc, on travaille principalement avec des matériaux qui est la palette. Et lorsque nous sommes en région parisienne, donc en Île-de-France, si on doit travailler à Bordeaux, à Marseille ou autre, nous avons un réseau national avec un monsieur palette qui est en fait un fournisseur, un vendeur de palettes qui a des entrepôts un petit peu partout. Et lorsqu'on doit se déplacer, on se déplace, nous, quelques outils, quelques matériaux, mais pas avec les palettes. Les palettes, elles sont prises en local, utilisées et rendues en l'état pour qu'à la fin de l'événement ou à la fin du festival, on puisse les rendre à notre fournisseur qui en fait sera local avec sa logistique locale et toute son équipe locale. Ça nous permet de pouvoir nous balader un petit peu partout, mais toujours avec un minimum de bilan carbone et un minimum de matériaux. Et toujours avec la conception de rendre les choses en l'état. D'accord, super intéressant, merci. Une autre question, vous avez parlé des fournisseurs avec qui le dialogue est essentiel. Qui sont les principaux fournisseurs de bois avec lesquels vous avez pu travailler? Mais alors du coup, un fournisseur va être vraiment propre à la localisation de sa société, de son association, de son collectif. Nous sommes à Antony. Nos entrepôts sont à Antony, dans le sud de Paris. Et principalement, nous travaillons avec l'Urban Palette, qui est un peu notre saint graal du fournisseur, et BJ Bois et Grosjean. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des fournisseurs qui sont à quelques rues de chez nous, avec lesquels il est très facile de dialoguer et ensuite d'aller chercher. L'échange est simple et la logistique est très simple également. Super. Alors, encore une question. À quelle fréquence vous réutilisez le bois? J'imagine qu'il se dégrade au fur et à mesure. Alors oui, le bois se dégrade, mais se répare aussi relativement, vraiment facilement. Par exemple, je n'ai pas en tête une seule fois une palette cassée et totalement inutilisable suite à un festival. Vraiment, pour totalement transparent, je crois que les seules casses irrécupérables de palettes, eh ben, en fait, elles ont été faites pendant le montage ou le démontage parce qu'elles ont été mal manipulées avec un Manitou ou un engin qui les a complètement broyées. Mais sinon, c'est vraiment. Après, bien entendu, c'est propre, c'est pas propre à toutes les filières du bois, mais le concept, le mini concept qu'on s'est mis dans notre petit écosystème, bah, ça nous permet vraiment de totalement réutiliser le bois. Et si on a une casse, et bah, en fait, on va réduire le morceau de bois et on va l'utiliser d'une manière différente sur un autre projet. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Sylvain. Merci d'être plié à l'exercice. Et nous allons passer au prochain intervenant. Euh, je t'invite à te remuter, Sylvain. Et j'invite Min Nguyen à se démuter. Min, tu me dis quand tu es là. Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Tu me dis quand tu lances. C'est parti. Donc, Min Nguyen, voilà, je suis cofondateur d'une agence d'architecture qui s'appelle WAO, qui a plusieurs particularités parce qu'elle travaille sur la fabrication numérique, notamment avec le Fab Lab, on y reviendra, mais l'économie circulaire, l'enseignement et les stratégies urbaines, notamment avec Fab City Grand Paris. J'ai l'impression que ton timing, la slide n'a pas changé encore. Si la slide a changé. Là, ok. Bon, bah là j'ai la maison. Donc, pour dire justement l'activité de l'agence, c'est travailler sur des projets de type de maison individuelle jusqu'à du gros ensemble, essentiellement sur la question de la rénovation thermique, mais aussi voilà, du neuf. Voilà. Donc, on travaille sur des petits projets comme des très gros projets, comme justement la rénovation, la réhabilitation d'un quartier à Champigny sur 10 tours. Un projet un peu particulier et phare par rapport
de l'agence et aussi avec le collectif Restore qui va être présenté par Mathieu tout à l'heure, c'est la terrasse des canaux sur lequel on a effectivement fait un design où il y a 90% en fait de réemploi du bois et où voilà, on a essayé d'appliquer pas mal de choses. On a été donc fondateur il y a 7 ans d'un Fab Lab qui s'appelle WOMA avec l'agence qui est justement qui s'appelle Working Making, comment en fait on travaille sur la question de la fabrication avec justement la conception et donc comment on va du début jusqu'à la fin. Et c'est un peu comme ça qu'on a exploré aussi justement comment on se réapproprie la matière, des méthodes de construction comme celle-ci, la WikiHouse, de telle façon à pouvoir travailler le bois. Et par contre, ça nous a fait prendre conscience sur la question du déchet, le déchet bois. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, on s'est aperçu qu'on produisait 20 à 40 tonnes de déchets bois par an, ce qui paraît faible par rapport à une menuiserie, mais beaucoup pour nous parce qu'on sortait tous les déchets à la main. Donc voilà, donc c'est là aussi où on s'est posé des questions sur la question donc du bois et du déchet bois. Il y a 228 millions de tonnes de déchets dans la construction, il y a 7,2 millions de tonnes de bois, et il n'y en a que 57% qui sont vraiment recyclés ou réemployés. Donc, il y a tout un travail justement là-dessus à avoir sur ces choses-là. Donc, on s'est posé des questions sur comment on fait du réemploi. Là, un des exemples, c'est quand on va dans la réserve des Arts, et vous connaissez en fait, je pense tous cet endroit, on récupère du bois et en fait, ce bois-là, alors la Violaine, je pense qu'il y a un vrai problème de défilement. Donc, on est sur quel slide? Celle-ci, hein. Pardon? Excuse-moi, le problème de slide, excuse-moi, c'est celle-ci. Hein. Ouais, c'est celle-ci. Bouge pas, juste 2 secondes. Je la remets à 20 secondes. Ok, attends, j'arrête. Hop, je remets mon chrono. En fait, la question qui est intéressante, c'est effectivement, lorsqu'on va à la réserve des Arts et qu'on récupère du bois, en fait, il y a énormément de morceaux de bois qui sont à géométrie singulière. Et en fait, la question, c'est comment en fait, on est en capacité de pouvoir justement dimensionner, indexer les questions justement des matériaux. Et c'est un process qui est long. Slide suivant, s'il te plaît, Hélène. Voilà. Et en fait, il existe aujourd'hui des solutions qui présentent, en fait, qui font en fait du diagnostic ressources, comme la CycleUp, c'est une entreprise qui va faire des diagnostics ressources et qui va mettre sur leur site en fait les caractéristiques par rapport à ça. La grosse difficulté de CycleUp, c'est qu'on n'accède pas à cette base de données. Et nous, en tant que designers, c'est comment en fait on accède à des bases de données pour pouvoir justement concevoir les bâtiments et les différents projets, etc. Et cette chose-là, elle est essentielle par rapport, en fait, et c'est là où il y a un vrai frein. Donc, la dimensionneuse, le projet que je présente, qui est développé avec l'agence, c'est comment justement d'un endroit où on déconstruit, on utilise un objet, un appareil qui va permettre de créer une communauté pour pouvoir reconstruire à partir en fait des déchets, et notamment du bois. Donc, la dimensionneuse, c'est un scan 3D qui est en fait sur un plateau où on met un objet et là-dessus, ça nous permet en fait d'obtenir les dimensions X, Y, Z et de constituer une base de données. Et l'idée, c'est d'en faire un appareil open source, plutôt low cost, qui est semi-automatisé, qui permet en fait de faciliter cette indexation et cette fonction. À partir de la base de données, c'est justement qu'elle soit accessible à des designers, à des architectes ou des planeurs, des planificateurs événementiels, ou même triple D, justement, des gens en fait, qui sont intéressés à savoir quelles sont les ressources disponibles pour pouvoir en fait, fabriquer leur projet. Et de là, en fait, Violaine, si tu peux revenir juste 2 secondes en arrière, et de là, en fait, créer justement, à partir en fait, de plusieurs sites de déconstruction, en fait, des sites en fait, qui vont alimenter une base de données et donc en fait, créer un réseau en fait, potentiel de sources qui sera clairement identifié par une communauté. Là où on en est, c'est en fait, on en est au moment du prototypage. Donc à gauche, c'est le prototype qu'on a commencé à faire il y a 2 ans, qui permettait en fait de mesurer justement une pièce de 15 cm et à droite, on est en train de monter en échelle pour pouvoir justement scanner des plus grosses
éléments. Et l'idée aussi, c'est que cette dimensionneuse, elle est adossée en fait un stockage où chaque pièce est identifiée et qui permet en fait d'être aussi repérée pour ses caractérisations, comment effectivement on a on peut trouver ces éléments-là. Et là, en fait, donc je spoil un peu ce que va dire Mathieu, mais on a mis en place en fait cette expérimentation à Restore avec le collectif justement à Saint-Denis, où là-dessus, l'ensemble en fait, du bois et du stockage est identifié dans une base de données. Donc, pour parvenir en fait, à développer ce projet, en fait, il s'inscrit aussi dans ce projet, le projet Reflow, qu'on justement coordonne avec Sarah, Manon et Violaine pour FabCity Grand Paris. Et justement, l'idée, c'est comment en fait, cette solution qu'on est en train de mettre en place se justement déploie dans les différentes villes et partenaires. Et dans le scénario qu'on développe, justement sur la question entre l'événement N et N plus 1, donc d'une année à une autre, comment en fait la dimensionneuse en fait, est à la sortie des événements de telle façon à pouvoir aussi récupérer et identifier les éléments qui seront réutilisés dans l'événement d'après, tout en ayant après mis en place les différentes sections de choses. Là, je finis la présentation sur un diagramme qui est cher à FabCity, qui est justement du Pitot Dido, justement du schéma linéaire vers le schéma circulaire. Comment en fait ce projet d'appareil en fait soit un projet qui est partagé amplement avec la communauté, qui soit réplicable de villes et différentes villes pour participer à l'économie circulaire et justement à proposer des solutions dans la construction. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mine. Alors, malgré les petits problèmes techniques, en plus j'ai un petit bug de connexion, je suis désolée pour ça. J'ai essayé d'y pallier au mieux que je pouvais. Les petites questions. Alors, est-ce uniquement dédié au bois ou adaptable à différents matériaux contextes? Alors, on commence avec le bois, mais l'idée, c'est effectivement que ça soit finalement quelque chose de plus étendu. D'ailleurs, alors là, pareil, on travaille, suite à une rencontre qu'on a fait justement avec la ressourcerie du cinéma, donc avec Jean-Roch et Karine, on s'est posé des questions justement sur comment justement que ça soit pas uniquement du bois, mais des objets, et donc donner des dimensions un peu pas forcément précises, parce que c'est pas ça l'enjeu, plutôt donc un volume occupant d'un objet, mais tout en ayant justement par contre son image associée. Donc la dimensionneuse là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va être en capacité de créer une base de données, non plus que en fait, du bois avec une géométrie assez précise, mais aussi avec des objets et avec un volume comment dire, qu'elle occuperait, ce qui pourrait être très utile par exemple pour les scénographes. Merci. Seconde question. Alors, il y en a deux en même temps. Où en est le développement de la dimensionneuse et qui aura accès à la base de données et comment? Alors, où on en est? Alors, donc, je le disais, on est sur la V2 en fait, du prototypage, du prototype. Donc, là-dessus, on est en train de le développer avec une société qui s'appelle IT-Link, qui en fait fait toute la partie soft et hardware, de telle façon à ce que, nous, on l'avait commencé un peu en mode Fab Lab, comme on sait faire, mais on est passé sur quelque chose qui soit plus robuste et qui soit plus bien déployable. On travaille sur GitHub, et donc l'idée, c'est que le code soit accessible à l'ensemble des gens. Ensuite, la base de données, l'idée, c'est qu'elle soit accessible à tous, de telle façon à ce que les gens puissent justement voir et pouvoir l'utiliser, et donc pouvoir repérer notamment du bois qui serait dans un stockage à différents endroits, et donc après d'aller l'acheter. Et donc, donc l'idée, c'est quand même que ça soit le plus accessible possible. Et justement, on travaille sur une vision donc, de open innovation, de telle façon à ce que ça crée une communauté qui grossisse et qui permette en fait d'être utile au plus grand nombre. Et donc voilà, et on espère que cette première version soit opérationnelle là pour fin juillet. Et après, il y a un déploiement entre septembre et décembre avec des partenaires pour tester.
On espère en fait donc début 2022 pouvoir mettre à disposition une première version. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était qui aura accès à la base de données et comment? Alors, qui aura accès? Donc, encore donc c'est la question que je pensais avoir répondu, c'était donc tout le monde, c'est-à-dire les gens vont pouvoir arriver sur Quel type de, quelle est la cible particulière? la cible particulière, c'est là-dessus, c'est plutôt des designers, des architectes, des prescripteurs, en fait, des gens ou même des entreprises en fait qui souhaitent en fait pouvoir fabriquer, construire, concevoir avec. Et l'idée, c'est justement comment aujourd'hui créer ces bases de données pour qu'elles soient même accessibles depuis des logiciels comme SketchUp ou Revit ou Archicad ou Rhino, de telle façon à ce qu'en fait les gens puissent en fait travailler directement avec ça. Et donc, savoir et évaluer. Alors ça, donc, je pense que ça sera une version X, je ne sais pas laquelle, mais directement pouvoir accéder et faire une sorte d'algorithme inversé de pouvoir en fait faire une forme et puis en fait de pouvoir estimer en fait où sont les gisements, s'ils sont à proximité ou s'ils sont éloignés. Et ça, c'est intéressant. C'est aujourd'hui comment on fait une conception, on fait une forme et puis après on va chercher les matériaux, on dit bon, on va se prendre ce bois, etc. Et comme le disait Sylvain, aujourd'hui le standard du bois c'est 2,50 m par 1,25 m. Mais comment on fait? Jamais justement on essaie de travailler avec ce qui est à disposition. Et là c'est ça le vrai enjeu de l'économie circulaire. Merci. Et dernière question. La dimensionneuse sert donc à restandardiser les éléments de l'emploi déposés sur les chantiers. Est-ce que la dimensionneuse, sert à restandardiser les éléments de réemploi déposés sur les chantiers? Alors, non. L'idée de la dimensionneuse, c'est l'inverse. C'est justement de prendre en compte tout ce qui est non standard, tout ce qui est en sortie en fait, de chantier, de déconstruction ou même d'événementiel ou d'autres choses, en fait, ont des dimensions non standards. C'est-à-dire qu'ils ont été travaillés, ils ont été découpés, ils ont été, et comment en fait on fait pour récupérer cette donnée-là de telle façon à ce qu'on ait un minimum en fait de travail sur l'élément. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'une planche de 1,22 m sur 15 cm, et ben, il va peut-être trouver justement son bonheur dans la base de données à quelques millimètres près. Et donc, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est comment on arrive à intégrer en fait des données qui sont toutes hétérogènes plutôt que de standardiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne standardiserait pas en fait, mais ça c'est un autre process qui serait qui est à la charge en fait de ceux qui stockent. C'est-à-dire que l'idée de la dimensionneuse, c'est de pouvoir être sur des sites comme la Réserve des Arts ou Restore ou peut-être Triple D, pour pouvoir aider en fait ces acteurs à connaître ce qu'il y a dans leur stock de façon en temps réel. Donc voilà. Donc l'idée c'est pas de standardiser. Elle fait qu'un travail en fait de captation en fait de données et de créer une base de données. Voilà. Merci beaucoup, Mine. Comme il y a eu un petit problème technique, ça peut arriver, je m'excuse à nouveau. Je vérifie pour les autres présentations, puisque ça va bientôt être au tour de Karine de présenter. Karine, est-ce que... donc merci d'avoir répondu à toutes les questions. Ah, pardon. C'était pas moi d'abord? Non, c'est Karine. D'accord. Tu avais dit que je passais après Mathieu, mais oui, pardon, excuse-moi, Mathieu, tu passes après Maxime. D'accord, donc c'est bien à moi alors maintenant, oui, c'est ça, Violaine? C'est bien à toi. Bon. Alors, juste 2 petites secondes. Juste petite seconde. Hop, hop, hop. Je vérifie que tout est bon. Pardon? Je disais bonjour à Jean-Roch, de loin. Ah oui.
Donc, c'est Karine qui va présenter et Jean-Roch sera là pour répondre aux questions juste après. Il rejoindra Karine. Donc, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Hop, excusez-moi. Peut-être. Vraiment pour ce petit désagrément. Hop, hop, hop. Et c'est bon. Dans exactement 3 secondes. Hop, hop, hop. Ah là là, si on avait fait ça en présentiel, ça n'aurait pas été la même chose. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Mais bon, valait mieux pas prendre de risques en même temps. On n'était jamais à l'abri d'un autre problème sanitaire. Alors, hop, 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 voilà, voilà. Nous sommes de retour. Je mets en grand écran. Ne vous spoilez pas les présentations de préférence, c'est mieux. Hop. Pardon. Voilà, Karine, tu me dis quand tu es prête et je lance ta présentation. Je suis prête. Ok. Bonjour à tous. Je suis Karine de Polignac, la cofondatrice de la ressourcerie du cinéma qui a ouvert ses portes en décembre 2020. Je vais vous présenter l'activité de la ressourcerie du cinéma dont le projet prioritaire est de diminuer les impacts du cinéma sur le réchauffement climatique et nos ressources. Pas moins que ça. Au départ, la ressourcerie est née de la mobilisation de décorateurs du cinéma engagés écologiquement, le collectif Ecodeco. Depuis plusieurs années, ce collectif échangeait depuis longtemps sur les pratiques anciennes du cinéma qui consistaient à stocker et réutiliser les décors dans les studios. En effet, jusque dans les années 50, la plupart des éléments de décor du cinéma étaient stockés en studio et réutilisés. Aujourd'hui, à chaque fin de film construit en studio, c'est en moyenne 10 à 15 tonnes de matériaux qui partent à la benne. C'est essentiellement du bois ou des produits de construction, revêtements de sol, de murs, menuiseries, portes, fenêtres, acier, verre et plastique. J'aime bien raconter cette anecdote. Elle démontre bien l'importance de la quantité de déchets générés par le cinéma. C'est un petit calcul ludique qu'on a mené tous ensemble. Le film de Besson de Valérian a généré à lui tout seul un aller-retour Paris-Orléans de tasseaux de bois mis bout à bout. Pour la série Versailles aussi, c'est pas moins de 2000 mètres carrés de décors qui ont été jetés ou transformés en croquettes de bois parties en fumée de cheminée. Vous le comprendrez sûrement, un décor de Versailles ou encore un décor de bureau ovale sera toujours un décor de Versailles ou un décor de bureau ovale. Est-il vraiment nécessaire de les jeter ? La ressourcerie a donc vu le jour pour éviter ce gaspillage, soit en proposant la réutilisation des éléments décors vers le cinéma, soit vers tous les secteurs possibles comme l'événementiel, le théâtre, la pub, les archives d'intérieur, le BTP et bien sûr aussi le particulier. Depuis que l'on a commencé en décembre, nous observons que le panneau de décor est le gisement le plus important. Il est facile à relouer ou à le revendre. Comme ce décor d'ascenseur, qui par exemple est un décor qui peut être réutilisé plusieurs fois pour plusieurs films. Ces briques en polystyrène également peuvent être réutilisées au lieu d'être reconstruites en polystyrène. Cette fausse cuisine, après dans la slide, pourrait servir plusieurs fois par exemple. Ces cadres métalliques et ces revêtements de sol en très bon état sont pour beaucoup rachetés par les particuliers et les archives d'intérieur ou encore les professionnels qui les réutilisent à la location. Au bout de 6 mois de fonctionnement, nous pouvons dire de façon certaine que l'économie circulaire de la ressourcerie est un modèle économique viable et nous y croyons très fort. La location, la revente des éléments de décor et la vente des matériaux récupérés font vivre la ressourcerie. 50% des éléments standards loués ou vendus aux professionnels du décor viennent des panneaux. 20% d'éléments de décor et des matériaux vendus sont vendus à d'autres secteurs.
Nous cherchons quotidiennement tout plein de solutions pour permettre plus de réemploi des ressources captées. Nous accompagnons au mieux les professionnels du décor pour impulser des pratiques plus vertueuses. Par exemple, nous proposons des espaces de construction de décors avec nos ressources récupérées en design inversé. D'autres solutions adaptées aux pratiques particulières du cinéma sont proposées. Comme je vous l'ai dit déjà, la ressource la plus captée par la ressourcerie du cinéma est le panneau de bois, gisement trop important pour un réemploi total dans les métiers du spectacle. C'est pourquoi en ce moment, nous menons un projet important d'innovation avec un centre de recherche pour que nos décors, que l'on capte en trop grande quantité, trouvent une seconde vie vers le BTP. Et nous sommes fiers de dire aujourd'hui que c'est en bonne voie de réalisation. 80% des films sont réalisés en Île-de-France et 80% de nos clients habitent en Île-de-France. Faire un film, c'est aller vite, très vite. Il est donc primordial que la ressourcerie, ou tout du moins un grand showroom, s'installe au plus près des studios de cinéma. Nous l'avons validé lors de notre début d'activité, le cinéma se fournit essentiellement au plus près de ses réalisations et du lieu de vie des intermittents. En 6 mois, nous avons rempli 400 mètres carrés. Dernièrement, du fait de notre succès, nous avons été obligés de louer un local pour désengorger le local de Bagnolet. Pour plus d'espace, nous envisageons une installation dans le Haut-de-Montreuil courant octobre prochain. Mais évidemment, nous envisageons d'ores et déjà d'autres sites où nous pourrions nous implanter plus tard. Par exemple, nous sommes en grande discussion avec les studios de cinéma pour nous installer sur les sites des studios. La fabrication du film français s'est un peu coupé un bras en supprimant ses stocks de décors. La crise du bois et les difficultés de trouver des ressources en région motivent les acteurs du cinéma pour revenir aux pratiques d'antan et faire des économies circulaires. La ressourcerie, c'est au départ 3 acteurs spécialistes du cinéma et de la prévention des déchets avec des parcours complémentaires pour mener au mieux cette activité. Jean-Roch et William sont des pros du décor du cinéma. Ils étaient membres d'ECO et sont à la jeunesse du projet. Pour ma part, je ne viens pas du cinéma, mais j'ai un profil de chargé de projet avec une expertise dans le secteur de la prévention des déchets. Tous les 3, nous avons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, le zéro déchet. C'est un peu une espèce de Jiminy Cricket, quoi. Depuis mars, nous comptons parmi nous un premier salarié et une figure fondatrice très précieuse à temps plein et qui est sur des questions administratives. Je vais vous épargner le détail et les joies des tâches administratives d'une structure associative. Évidemment, pour impulser ce projet que nous souhaitons viable au long terme, nous sommes persuadés que l'économie circulaire sera un dispositif économique d'avenir. Plusieurs entités nous soutiennent financièrement. La région Île-de-France et le CNC sont nos partenaires principaux. Par la suite viendra l'ADEME avec le plan de relance et on espère bien les motiver. Depuis le début, comme j'ai dit, EcoDéco nous soutient pour l'expertise écologique particulière au cinéma et nous aide au quotidien avec un bon nombre de bénévoles. EcoProd, quant à eux, collectif d'institutions qui regroupe Audience, CNC, CST, Film Région Île-de-France, sont nos partenaires également depuis la naissance du projet. Et voilà, j'en ai terminé. Voici ma dernière image. Elle représente une toute petite partie d'ébène qui sort du dernier film d'Astérix, en tournage actuellement. C'était pour illustrer l'importance de l'existence de ce projet, sachant que le réchauffement climatique n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le bois. Vous pouvez nous retrouver sur notre page de Facebook, la ressourcerie du cinéma. Je remercie Petja Kucha et n'hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions. Merci. Merci Karine. Alors, je vais inviter également Jean-Roch à se démuter pour répondre aux questions. Alors, à la ressourcerie du cinéma, est-ce 100% cinéma ou les décors incluent aussi le spectacle vivant type théâtre? Alors, j'ai plus la vidéo, c'est pas grave. Donc non, les décors représentent essentiellement le cinéma et la vidéo, la publicité, télévision et depuis peu, depuis que ça a repris, on est aussi en contact avec le théâtre et un petit peu l'événementiel aussi également. D'accord.
Alors, Karine l'évoquait juste avec cette dernière slide, mais qu'est-ce que l'on peut trouver dans les déchets du cinéma? Et alors, c'est dans la même question, mais est-ce que en tant que particulier, nous pouvons venir vous voir? Alors, donc, qu'est-ce que l'on trouve dans les déchets du cinéma? Donc, nous, là, principalement, on est axé sur la fabrication des décors. Donc, dans le cinéma, il y a déjà des loueurs et des gens qui récupèrent le mobilier et des gens qui stockent du mobilier et des accessoires. Là où il y avait un gros problème, c'est tout ce qui est construction et donc matériaux de construction. Actuellement, du fait des contraintes de fabrication et des contraintes de démontage, souvent des matériaux quasi neufs sont jetés à la benne et même pas réemployés. Donc, la plupart des techniciens essayent de réemployer un peu de matériaux, mais la plupart du temps, c'est jeté. Donc, c'était un vrai souci de pouvoir collecter ces éléments et trouver des circuits et des flux de réemploi. Donc, c'est ce qu'on travaille à essayer de faire. Maintenant, le public, pour le moment, on a des locaux où on peut recevoir un peu de public sur rendez-vous. S'ils nous appellent, on peut les accueillir et il y a des matériaux qu'ils peuvent trouver en général à moitié prix que ce qui se trouve dans le commerce pour leur permettre de faire des constructions chez eux, que ce soit étagères, petites constructions bois. Voilà, il y a des choses qui sont accessibles au public pour le moment. Après, c'est quelque chose qu'on voudrait développer par la suite parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une quantité phénoménale de matériaux et donc par la suite, on pourrait générer des stocks de bois ou de matières premières qui pourraient donc servir au public. Mais ça rejoint un peu ce que fait la Réserve des Arts ou d'autres sourceries culturelles. Bon, la Réserve des Arts, faut être adhérent, ça s'adresse seulement aux professionnels et en étant adhérent, mais par la suite, je crois que tous ces matériaux, on pourrait réfléchir, notamment aussi avec la dimensionneuse, on pourrait réfléchir à créer le Leroy Merlin du XXIe siècle où on pourrait mettre à disposition du public ce genre de matériaux. Donc ça, c'est des choses qui sont dans les tuyaux et qui sont en réflexion. Effectivement, ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Roch. Merci beaucoup, Karine, pour la présentation. Merci de vous être plié à cet exercice. Avec plaisir. Plaisir partagé. Je vais vous inviter à vous muter à nouveau et je vais appeler Maxime, s'il te plaît, à se démuter. Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Je vais te laisser me dire quand est-ce que je te donne le go et je lance la première slide. Eh ben, écoute, quand tu veux. Alors, je me mute. Alors, bonsoir. Je m'appelle Maxime Claparède, je suis chef d'atelier à l'association Extramuros depuis bientôt 3 ans. Extramuros, l'association, c'est une menuiserie solidaire, écologique et sociale qui est basée rue de Ménilmontant dans le 20e. C'est une association qui existe depuis 2005 et qui travaille sur la sensibilisation au réemploi, mais aussi l'insertion professionnelle et le lien social. Donc, on a pas mal d'activités différentes. On a notamment une formation qui a ouverte récemment. Et une de nos activités principales, c'est chantier éducatif. Donc, c'est des chantiers sur lesquels on va accueillir des jeunes dans notre atelier, des jeunes de quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville, souvent éloignés de la formation et de l'emploi, pour travailler avec nous, avec du bois récupéré et fabriquer du mobilier, des jardinières, des structures de charpente pour des structures, des associations de leur quartier. Donc, sur ces chantiers, on travaille avec des éducateurs et éducatrices de rue pour relancer une dynamique de travail, valoriser le faire soi-même, le travail manuel et redonner confiance à des jeunes qui apprennent un métier. Donc pour ça, avec le bois de réemploi, on travaille des fois avec le bois qu'on a en stock en gardant ses qualités, comme le bois vert peint qu'on voyait sur la slide d'avant, mais on revalorise souvent en passant par retirer déjà tous
toutes les vis, clous qu'on va avoir sur nos panneaux et nos tasseaux de réemploi, sur le ponçage, la recoupe. Donc, c'est beaucoup d'étapes pour valoriser le bois et que ces jeunes vont accomplir. On ne travaille pas uniquement le bois, on travaille aussi occasionnellement d'autres matériaux, comme ici la brique pour la terrasse en ville le labo. On travaille aussi le plexiglas, le métal de temps en temps. Mais on a principalement un stock de bois qu'on rend fou comme on peut, avec du coup des dons de particuliers qui nous connaissent de plus en plus dans le quartier, mais également de l'événementiel, d'expositions et de musées, d'événements divers et variés. Donc on a des contacts maintenant grâce à différents organismes qui existent, comme Chlorocyclage, Arter par exemple. Et ces cubes de bois nous permettent de faire nos plus gros chantiers. On fait également des ateliers participatifs, donc on travaille avec des jeunes, des groupes de personnes âgées, de personnes handicapées des fois, de personnes de tout type, de tous âges, pour fabriquer des objets pour des quartiers, des objets pour améliorer le cadre de vie. Et sur toutes ces activités, on essaye de sensibiliser au cycle du bois. On commence avec les enfants en parlant juste de qu'est-ce que c'est un arbre, combien de temps ça met à pousser, combien d'arbres on a abattu pour faire cet objet-là, et à combien d'arbres on a pu économiser, on va dire, pour fabriquer cet objet en travaillant avec du bois de réemploi. Donc, sur les ateliers avec les enfants, les ateliers petits clous, on travaille aussi sur les mathématiques appliquées. On essaye de travailler sur l'esthétique. On leur fait faire des choix par rapport au bois qu'on a en stock. Et voilà, avec toutes ces activités, du coup, on touche un peu tous les publics par rapport à l'économie circulaire. Nos principales contraintes, et encore plus actuellement avec la situation sortant Covid, c'est que le bois, c'est pas évident à trouver en bonne quantité. Avec tous nos différents projets, on a besoin quand même de quantités assez conséquentes, notamment sur les chantiers éducatifs, où c'est des fois des commandes pour pas mal de mobilier intérieur. Et voilà, avec le manque d'événementiel, on arrive un peu au bout de nos stocks. Donc, on réfléchit à d'autres structures, d'autres conceptions pour parvenir à concevoir, à faire les objets finis avec le bois qu'on a en stock. Donc, on va recomposer des panneaux avec du bois massif, mais en plus petite section. Là, par exemple, on a des tasseaux qu'on a récupérés sur une exposition. On a récupéré des centaines de tasseaux il y a 3 ans. Il nous en reste encore. Donc, c'est des sections fines, mais qu'on peut prendre le temps de plus retravailler quand on a des besoins de panneaux. Une de nos autres contraintes, c'est qu'on travaille beaucoup sur des chantiers à l'extérieur et que malheureusement pour des terrasses, ça arrive qu'on ait du bois ici, comme on voit sur cette slide. On a récupéré du bois de terrasse pour faire un chantier terrasse juste après, ça tombait à pic, mais c'est rarement le cas. Donc on essaye aussi d'utiliser des traitements plutôt naturels pour protéger notre bois en extérieur. Mais voilà, on est obligé soit de dire non, soit d'utiliser plus de produits pour essayer d'être en accord avec nos principes d'écologie et d'économie circulaire sur nos chantiers. Quand on a des grosses commandes, là par exemple, c'est les mobiliers pour l'épicerie Saveur en Partage, où il y avait beaucoup de maîtrises d'étagères. On avait un temps limité, on avait des panneaux qui étaient peints d'un côté. On a proposé de laisser la peinture. Ça nous évitait des étapes de ponçage pour les jeunes, mais ça permet aussi de donner la petite touche réemploi. Alors, c'est un design en fonction du bois récupéré qui ne marche pas forcément. Tout le monde n'y est pas trop sensible. Mais quand on a des interlocuteurs et interlocutrices qui sont déjà assez sensible au réemploi, et on arrive à faire des choses super chouettes. Là, notamment, c'était la photo qu'on voyait derrière Mine, c'est du mobilier pour nos ressourceries dans le 14e, l'ancien musée de la Première Guerre mondiale, où on a fait du mobilier designé par WAO.
On a pu du coup parler de ce qu'on avait en stock, aviser par rapport à nos stocks de bois et voilà, c'est super agréable de travailler dans ces conditions. Mais des fois, on a des exigences design. Là, c'était une borne d'accueil pour Zero Waste. On avait un design de base, on avait des propositions et j'ai étudié la conception de manière à avoir le rendu final qui soit cohérent avec la demande de base. Et voilà, pour finir, Extramuros, c'est aussi une grosse équipe de bénévoles qui travaillent régulièrement avec nous, qui sont très sensibles à notre cause de lien social, d'insertion et aussi de réemploi. Donc, généralement, tout ce qu'on met dans nos bacs de tri, dans nos bacs de déchets, et on a des bénévoles et des petites mains qui passent derrière pour faire des petits projets personnels. Et ça, c'est encore une autre étape qui est vachement chouette. Voilà. Super, merci beaucoup Maxime pour ta présentation. Alors, les petites questions. À partir de quel âge peut-on faire des ateliers avec les enfants? Enfin, alors, l'âge des enfants, je pense. Ouais, de base, on était parti sur du 6 ans, mais 4 ans, à partir de 4 ans, on arrive à faire, déjà à faire poncer des pièces. Il y a plein de petites tâches qui sont très accessibles pour les enfants et il y a des enfants très débrouillards et débrouillardes aussi à partir de 4 ans. Donc voilà, c'est un peu, je dirais 6 ans. Après, ça peut aller jusqu'à 4 ans en fonction des cas. Mais voilà, on personnalise nos préparations d'ateliers de manière à les rendre accessibles en fonction des âges qu'on va recevoir. Donc, quand on fait des ateliers spécifiquement avec les enfants, on va éviter les électroportatifs, à part les visseuses. On va du coup faire des opérations de découpe à la main, du ponçage à la main, et après, ce sera perçage, vissage avec des petites visseuses qu'on a achetées maintenant Edsquapo. On avait des grosses visseuses Makita et on a pu avoir un financement exprès pour les ateliers Petits Clous, pour acheter des petites visseuses Bosch toutes légères et qui sont beaucoup plus pratiques à manier avec les enfants. Super. Est-ce qu'avec les jeunes que vous avez en formation, vous construisez un réseau professionnel qui après nourrisse vos projets? Alors, on essaye, on est en train de constituer ce réseau. C'est pas évident. Alors moi, je suis pas. Alors, on a plusieurs axes de formation. On a vraiment un établissement de formation qui a ouvert récemment, qui est lié au Pôle emploi. Et du coup, c'est une formation avec des personnes demandeuses d'emploi. Cette formation-là, on a intégré du coup des visites d'établissements de formation, d'autres structures d'ateliers chantier insertion, par exemple. Donc, le réseau commence à se faire. C'est une formation qui a ouvert en mars, donc c'est très récent. Sur les chantiers éducatifs, les jeunes qu'on reçoit, la principale dynamique, parce qu'ils ne sont pas toujours sensibles à la menuiserie, il y en a pour qui c'est un déclic et du coup, on peut maintenant les orienter vers notre formation. On a eu des jeunes qu'on a pris en service civique derrière et qui ensuite se sont orientés vers des formations en menuiserie. Mais sinon, c'est souvent des jeunes qui sont assez éloignés de la formation et du coup, malheureusement, au niveau des professionnels, le manque d'expérience et de diplôme pose encore problème. Donc, vos ateliers et vos formations suscitent des vocations. Et une autre question, à quelle fréquence organisez-vous des ateliers avec les enfants et peut-on venir vous aider en tant que bénévole sur ces événements? Alors, les ateliers avec les enfants, on en a dans pas mal de cadres différents, mais on en a régulièrement les samedis matins. On essaye d'en faire régulièrement dans notre lieu au 146 rue Nîmes-Montant. On a un local qui s'appelle les Gueules de Bois. C'est nos bénévoles qui ont voté pour ce nom. Dans lequel une de nos nouvelles collègues qui est principalement sur l'animation de ces ateliers avec les enfants anime quasiment tous les samedis matins, c'est sur inscription, des ateliers avec les enfants pour fabriquer des petits objets en bois ou des jeux collectifs en fonction des envies de ce qui est prévu. Et en ce moment,
il y a encore, il me semble, mais à mon avis, ça s'arrêtera pour les 2 mois d'été, des sessions avec les écoles ouvertes, l'école Tourti et l'école Amandier dans le 20e, qui ouvrent et qui accueillent des activités les samedis après-midi. Voilà. Mais je pense qu'en juillet, ce sera terminé. Et pour la seconde partie, excuse-moi, je ne pense pas que tu aies répondu à la question. Est-ce que c'est possible de rejoindre en tant que bénévole sur ces événements? Oui, pardon. Oui. Alors, elle était longue la question. La réponse aussi. On est tout à fait, on est en demande de bénévoles. Pour les ateliers petits coups, on a carrément besoin de bénévoles et il n'y a pas besoin de formation particulière parce que c'est des gestes qui, pour les adultes, sont plus faciles à effectuer en toute sécurité. Donc, c'est souvent avoir des perdus en plus et des personnes pour canaliser l'énergie des enfants, on va dire. Mais donc, voilà, vous pouvez nous écrire. On a donc le site internet extramuros.org et l'adresse contact@extramuros.org. Et on est en contact avec des bénévoles. On publie un tableau pour un appel à bénévolat. Alors, on a eu un peu de manque niveau com ces derniers temps parce qu'on était plus remobilisés sur la relance des activités que sur la communication, mais ça se remet bien en place et il y aura pas mal d'ateliers avec des enfants, notamment cet été. C'est compréhensible. Et dernière question très rapidement, combien de temps durent vos formations? La formation menuiserie en réemploi à l'établissement, donc l'organisme de formation qui a ouvert, elle est sur 16 semaines, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être c'était un peu plus de 3 mois. Voilà, mais c'est des semaines de 28 heures et c'est une formation pour les demandeurs, demandeuses d'emploi, financée par le Pôle emploi quand la formation est validée, quand le projet est agréé, on va dire. Super, merci énormément Maxime. Merci pour ta Avec présentation plaisir. et puis les petites questions. Je vais t'inviter à te remuter et je vais inviter Mathieu à venir me rejoindre. Mathieu? Oui, je suis là. Ouais, super. Je vais me muter. Tu me dis quand je lance la présentation. Bah, tu peux y aller. Donc, je suis Mathieu Paradas-Arroyo, président, cofondateur du bureau d'études RUS, qui est un bureau d'études spécialisé en réemploi de matériaux de construction, et président et cofondateur du collectif Restore. Donc, Restore, qu'est-ce que c'est? C'est une association fondée sur un collectif de professionnels pluridisciplinaires. Il y a des architectes, des designers, des ingénieurs, des ébénistes et des céramistes, et qui travaillent autour de la question du réemploi. L'autre objectif, c'est quoi? Évidemment, c'est de réduire le gaspillage de matière et donc la production de déchets en élaborant des solutions autour du réemploi de bois et de dérivés bois, notamment, et pour contribuer donc au développement de l'économie circulaire dans l'industrie du bâtiment. Notre idée depuis la création du collectif, c'était de réunir donc des compétences autour de la filière bois, essentiellement dans un premier temps, et de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir capter des gisements, les stocker, et puis créer tout un tas de projets à partir de cette matière-là, et donc de couvrir tous ces éléments-là au sein d'un seul et même endroit et d'un seul et même collectif. Et si on développe un peu plus ce sujet, c'est comment on fluidifie tout ce processus, comment on est agile pour développer des solutions afin d'être en capacité de répondre à des appels à projets, des marchés publics notamment, de taille un peu plus importante. Et ça pose ainsi la question de la sélection des gisements, de la façon de les stocker et des outils nécessaires pour faire tout ça, et j'en parlerai plus tard. Comment est structurée l'association? Elle a des membres fondateurs dont fait partie RUS, et je parlerai tout à l'heure des autres. Elle a des membres actifs qui sont des membres qui s'investissent au quotidien dans la vie de l'association, et puis tous les autres membres qui sont les membres bienfaiteurs. Et on a aussi une super secrétaire générale, Noémie Doline, qui est indépendante et qui porte l'association depuis 2 ans en investissant son énergie et ses compétences. Donc Restore, excusez-moi, c'est donc les fondateurs WAO que vous avez vu tout à l'heure, Rimek, qui est une menuiserie spécialisée dans le réemploi de bois, et puis d'autres ébénistes, Joko, des architectes, Emma Architectes, des designers, Studio Pourquoi Pas, Escape, et puis aussi des céramistes. Donc
on est basé aujourd'hui à l'Orfèvrerie et donc c'est un lieu où on concentre ces trois espaces dont je parlais tout à l'heure qui nous permettent de stocker, donc un espace de stockage, un espace de coworking pour faire toutes les conceptions et puis un atelier de menuiserie qui est donc tous regroupés au sein de l'Orfèvrerie qui est basé à Saint-Denis. Ce collectif a géré plusieurs projets. Un projet dont tu as parlé tout à l'heure, Mine, donc, qui est cette ombrière pour les canaux et qui a été conçue et réalisée en à peine 6 semaines. Et donc, en 6 semaines, on a fait la conception, la captation des gisements. Et l'intérêt, c'est que c'est l'architecture de stock, c'est comment, à un moment donné, on mobilise la matière pour faire ouvrage et on récupère derrière la matière pour la remettre en œuvre sur d'autres projets. Et donc, elle est stockée aujourd'hui chez nous. Là, c'est ce projet d'un dalouret qui a été fait par Ruse notamment. On a récupéré des dalles de faux plafond qui étaient des lames particulières en médium stratifié et on a utilisé ces caractéristiques mécaniques pour faire avec des tabourets qui sont réalisés juste par assemblage, sans clous, sans vis, sans colle. Un projet pour la ludothèque de Meudon qui a été réalisé à partir de bois massif et aussi de plateaux de bureaux récupérés auprès de Valdélia, qui est un éco-organisme. Et qui a permis de réaliser à la fois des tables, des chaises et des poufs donc pour les enfants. Et alors, les coussins sont réalisés avec des bâches issues des bâches publicitaires. Un autre projet qui est une résidence étudiante qui a été faite pour Eneo, la RIVP, 240 champs étudiantes dans lesquels on a réalisé 80 bureaux. Le bureau est réalisé à partir d'anciennes portes de bureau, des chaises, 2 types de chaises et des tabourets cette fois-ci hauts, réalisés avec les mêmes dalles que vues juste avant, mais qui ont été réinterprétés de façon différente. Un projet qui a été fait pour la ville de Paris, un kiosque place du Colonel Fabien, réalisé entièrement, lui, avec des plateaux de bureaux de dimensions différentes. Et toute la décoration, tout le mobilier a été fait à partir de plateaux de bureau. Et là, le petit détail, c'est comment on retraite les champs pour créer quelque chose de quand même ludique et d'esthétique. Ça, c'est des éléments qui ont aussi été mis pour l'Armée du Salut, la ressourcerie dont on a parlé tout à l'heure, l'ancien musée de la Libération, sur lequel a travaillé également Extramuros, c'est conçu par Wao notamment. Et donc réalisé entièrement à partir de tout petits morceaux de bois qui ont été raboutés et mis ensemble pour créer des panneaux. Pour revenir faire un peu un flashback, et la genèse de Restore, ça a commencé avec ce dessin. Et donc l'idée, c'était d'intégrer dans un projet qui était porté par Quartus, un programme dans lequel on intégrait ce qu'on a appelé en toute simplicité l'usine du réemploi. Voilà, et c'était comment on essaie d'intégrer un outil qui permettait de transformer, de réintégrer le matériau pour faire changer d'échelle. Alors après, ce premier dessin a plu à Quartus, donc on s'est chauffé, on en a fait un deuxième un petit peu plus détaillé, et on retrouve donc ces questions de stockage, de logistique, de gisement, de laboratoire aussi, d'expérimentation, puisque Restore, c'est un laboratoire d'expérimentation. Comment on conçoit à la fois en low-tech avec des menuiseries traditionnelles et aussi en high-tech avec plutôt des types Fab Lab. Si on revient donc à l'orfèvrerie et à cette question centrale donc des gisements, du stockage, c'est comment développer une solution de stockage intelligent dans le réemploi. Donc on en a parlé pas mal jusqu'ici. C'est comment on fait pour concevoir avec des gisements qu'on a sous la main, mais encore faut-il savoir ce qu'on a sous la main. Et c'est d'autant plus compliqué avec le bois et dérivés bois vu l'hétérogénéité de la matière et des dimensions. Et donc on s'appuie sur un partenariat avec Fab City Grand Paris. Et qui au sein du projet RIFO, puisqu'on est un des lieux d'expérimentation pour développer les outils proposés par RIFLO autour de ces sujets-là. Et les objectifs sont de créer donc un outil dimensionnement, on en a parlé tout à l'heure, comment les répertorier, de fabriquer un outil capable d'évaluer et d'indexer automatiquement les chutes de réemploi, d'élaborer une base de données donc accessible, on en a parlé aussi tout à l'heure, et d'accéder à distance donc à cette base de données, n'importe quel concepteur pour pouvoir concevoir des projets à partir de matériaux de réemploi. Aussi, pour nous, dans cette idée de changement d'échelle, il est important de raisonner forcément en open source. Mine en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est propager cette démarche, c'est que d'autres puissent se doter des mêmes outils que nous et notamment, ça pourrait permettre de constituer un maillage et de mettre en réseau les différentes bases de données et donc un potentiel de gisement exploitable beaucoup plus important. Et on va finir avec une petite image magnifique de conclusion où le message pourrait être au choix ou tout à la fois. On a des gisements à Restore, mais on ouvre, pour information, on va ouvrir ce stock aux membres de l'orfèvrerie, là où on est basé, mais aussi à des professionnels qui souhaitent travailler à partir de bois de réemploi.
La deuxième information qui pourrait être donnée par cette image, c'est qu'on voit bien que malgré le fait que ça semble être les mêmes morceaux de bois, ils sont quand même assez hétérogènes. Et pour conclure, il faut se serrer les coudes à l'image de ces morceaux de bois tout serrés. Et surtout, il faut mailler, voilà, il faut faire réseau pour développer ensemble le réemploi partout où c'est possible et engager un changement d'échelle parce que la matière se raréfie et qu'il y a donc urgence à agir aujourd'hui. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu, j'ai fait 20 secondes de plus. Merci beaucoup Mathieu sur cette note très positive et pleine d'espoir par laquelle tu as conclu ta présentation. Alors, c'est le temps des petites questions. Alors, quels sont les critères pour faire partie du collectif? Alors, les critères pour faire partie du collectif, c'est tout type d'acteur qui peut apporter des compétences au collectif et surtout le point d'entrée numéro 1 qui ne souhaite travailler que ou essentiellement à partir de réemploi. Voilà, que ce soit des designers, des architectes, des artisans, menuisiers. L'objectif numéro 1, c'est vraiment que les gens voilà, soit sont dans une reconversion et veuillent aller vers là, soit en font déjà et tendent vers faire que ça. Allez, un exemple, Studio Pourquoi Pas, qui a rejoint le collectif au tout début de l'aventure, commençait à s'intéresser au réemploi au tout début quand ils sont arrivés, et aujourd'hui, ils n'imaginent que concevoir à partir de réemploi. Voilà, c'est vraiment dans leur ADN et ils ne souhaitent concevoir des projets qu'avec de la matière réemployée. Merci. Est-ce que vous avez prévu de proposer des formations? Non, pas dans l'immédiat. Alors, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chantiers en cours. On est je pense qu'une des particularités peut-être de notre collectif, c'est qu'on est différentes petites entités. On est une dizaine d'entités, de petites et très petites entités, même des indépendants. On est tous rattrapés par nos propres modèles économiques et la nécessité de faire vivre nos structures. Et donc, ça demande déjà de l'énergie de faire collectif tous ensemble. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a plutôt vocation à se concentrer sur quelques gros chantiers que sont le sujet du stockage, comment on fait collectif ensemble, comment on répond à des projets ensemble. J'en ai énuméré un certain nombre tout à l'heure. Après, voilà, on essaie de pas trop s'éparpiller parce que aussi, il y a plein d'autres gens qui font ça très bien, la pédagogie et la formation, et que voilà, nous, c'est pas trop pour l'instant, notre vocation. Merci. Et enfin, dernière question, quel volume moyen de bois réemployé sur un projet ou par restaure? Par exemple, la résidence étudiante, c'était à peu près 8 tonnes de bois et dérivés bois. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais on travaille le bois et les dérivés bois. Voilà. On ne travaille pas que le massif. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans pas mal des références que j'ai balayées, il y a quand même pas mal de dérivés bois, de panneaux stratifiés, de portes de bureaux, etc., qu'on retravaille. Donc voilà, on travaille sur ces deux types de gisements. Super, merci beaucoup Mathieu. Merci de t'appuyer à l'exercice. Merci pour les réponses aux questions, pardon, et merci pour la présentation. Je vais t'inviter à te Merci à vous. Merci. Et je vais inviter Thibaut à me rejoindre. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien. Super. Super, alors Thibaut, je vais me muter et tu me donnes le go. Quand tu veux. Donc, bonjour, je m'appelle Thibaut Louvet, je suis designer chez l'association Arsonga et moi je m'occupe en particulier de l'atelier de fabrication numérique. Arsonga compte 2 autres membres permanents, Vincent Guimas qui est directeur et Soumaya Nader qui est designer et chargé de projet. Donc on est un tout petit noyau dur, mais on grandit selon les projets avec d'autres structures amies. Arsonga travaille sur différents projets à 2 échelles différentes. On travaille à une échelle hyper locale, dans un atelier de fabrication numérique orienté surtout sur le bois, où on fait du prototypage et de la fabrication d'objets en petite série pour toutes sortes de clients. Donc on a une vision assez concrète des différentes problématiques que peuvent rencontrer des ateliers comme le nôtre. À une échelle plus importante, on mène aussi une réflexion sur la façon dont ces petits ateliers peuvent réussir à travailler ensemble sur le territoire, c'est-à-dire partager du temps, partager des connaissances et des ressources. Donc, à titre d'exemple, en plus de Riflon, on travaille aussi sur le programme européen Centrino, qui aborde la question de la production alimentaire en ville.
Donc, il y a tout le temps ce double travail entre la question pratique et concrète de l'atelier et la question de la mutualisation et de la communauté. Donc, Reflow, qui est un programme de recherche-action, rentre complètement dans notre savoir-faire, où on doit à la fois apporter des solutions concrètes, mais aussi penser à la façon dont reproduire ces modèles à l'échelle d'autres territoires. Pour Reflow, nous, on s'est posé la question de la valorisation des pratiques existantes autour du réemploi dans l'écosystème que l'on connaît bien, c'est-à-dire celui des petits ateliers de fabrication, et à travers une sorte de label qui s'appelle Relabel, qui permet à ces ateliers et aux créateurs qui les fréquentent de faire le plus facilement et le plus simplement possible une auto-évaluation sur le réemploi dans leur production. Donc, on a commencé notre action par une série d'entretiens dans différents ateliers parisiens. Et très vite, on s'est aperçu qu'il existait déjà des pratiques de réemploi, des stratégies de gestion de stock qui font partie en fait de la vie logique de l'atelier et c'est vraiment ces pratiques que nous, on a envie de mettre en avant et de partager à travers Relabel. Relabel s'appuie sur 4 points, donc un système d'auto-évaluation des pratiques, sur une envie d'être le plus inclusif possible. On pense ce label plus comme un outil qui permet un premier pas vers le réemploi, plutôt qu'un outil pour des structures déjà très implantées dans ce domaine. Et aussi sur une évaluation qui porte à la fois sur des données quantitatives, mais aussi qualitatives, pour apporter le plus de transparence possible. Donc, c'est une sorte de boîte à outils à 3 entrées, avec un manifeste commun pour engager un réseau d'acteurs sur des objectifs communs, un générateur de labels qui permet de qualifier, de quantifier, donc de mettre en valeur des productions en réemploi, et d'un guide de bonnes pratiques qui permettent de partager ces pratiques-là au sein d'une communauté. Pour ce projet, on est accompagné par 2 partenaires, les Arcodés pour la partie design paramétrique, qui permettent de générer le label, et Quentin Percher sur la question de la plateforme, de la récupération des données et aussi du lien qu'il faudra faire avec la plateforme commune Reflow OS. Donc, Relabel valorise à la fois les communautés d'ateliers, les ateliers et aussi les productions qui sont issues. Nous, on a pris le parti de faire une sorte de label graphique et pas un label on-off ou ni une note. Donc, comme je vous le disais, l'objectif n'est pas vraiment de noter les productions, mais plutôt de montrer qu'elles existent et qu'il y a des stratégies de réemploi qui sont mises en œuvre. Et pour le moment, on s'appuie sur 2 communautés test. La première avec qui on avance actuellement, qui est le réseau de créateurs parisiens Fat City Store. Et dans un deuxième temps, nous testerons aussi ce système avec Morning, qui a un réseau d'espaces de coworking éphémères qui sont installés pour 2 ou 3 ans dans des bâtiments et qui produit une partie de ces aménagements dans l'atelier où nous sommes installés actuellement. Donc, Relabel est un peu différent des outils de notation et les labels qui existent sur le réemploi. Nous, on ne cherche pas forcément la précision des calculs d'impact, comme le font très bien certains outils, mais qui sont un peu complexes à mettre en place pour des petits ateliers. Comme pour une monnaie locale, en fait, la valeur de notre proposition, je pense, réside un peu plus dans la confiance qu'il y aura entre les maillons de la chaîne. Pour revenir au concret, Relabel, au sein d'une communauté, va classer les ateliers partenaires selon 2 critères. Est-ce qu'ils sont plutôt orientés production ou plutôt orientés ateliers gisement, c'est-à-dire des ateliers qui stockent et qui proposent de la matière en réemploi, avec aussi des ateliers un peu entre deux, comme Restore, par exemple, qui vient d'être présenté. La production, elle, est représentée par 2 éléments. Une étiquette générée grâce aux données quantitatives récoltées qui donne un premier aperçu mais qui reste à déchiffrer, et en fait un certificat qui accompagne cette étiquette qui, elle, donne les données qualitatives et donc qui permet d'aller plus loin dans les explications. On a fait beaucoup de recherches sur quelles variables utiliser pour évaluer ces productions parce qu'il fallait qu'elles soient pas trop compliquées et pertinentes. Donc, au début, on a balayé un petit peu tout ce qu'on pouvait. Et finalement, on s'est focus sur 4 variables qui nous semblaient faciles à déterminer et assez pertinentes. Le but, toujours étant de donner plutôt des ordres de grandeur. Donc, dans ces variables, il y a le nombre de partenaires, le pourcentage de matériaux de réemploi dans la production et 2 variables très importantes, le temps supplémentaire dû au réemploi pour la production et le temps supplémentaire dû au réemploi pour la gestion. En fait, c'est un parti pris de notre part. On s'est rendu compte que la variable temps était pour nous vraiment celle qu'on avait envie de mettre en avant et la plus importante. Parce que pour le grand public, pour les non-initiés, le réemploi,
Ça veut souvent dire économie de matière, mais ça n'implique pas forcément sa contrepartie, qui est souvent un allongement du temps de production. Par exemple, tout simplement adapter des plans de découpe à une planche de bois qui a des défauts, on va devoir bouger des éléments. Donc la plateforme Relabel permet aussi de regrouper sous forme de catalogue l'ensemble des productions qui ont été faites par la communauté. Ce n'est pas un catalogue d'objets à vendre, mais plutôt une vitrine qui permet de montrer la diversité de projets possibles en réemploi. Donc ça va de l'espace à l'objet en passant par le mobilier. Ça ira. Et enfin, nous travaillons actuellement à la mise en commun d'un guide de bonnes pratiques, qui est une sorte de recueil collaboratif de l'ensemble des pratiques existantes sur le réemploi et qui se penche aussi bien sur la question des matériaux que, par exemple, sur la question de l'organisation d'un espace de production. Donc, pour finir et pour résumer, notre action a vraiment pour but de mettre en avant le travail, au-delà des matériaux utilisés, qu'on ne néglige pas. On a fait le choix de parler du temps humain, de l'intelligence de la main, qu'il y a dans le domaine du réemploi, en fait, où la singularité du déchet fait qu'il n'y a pas encore de process totalement formaté, mais plein de bonnes idées et de bonnes solutions. Merci à tous. Merci Thibaut, j'aime particulièrement ta dernière slide animée. Alors, on va passer aux petites questions. Alors, la première, que va contenir le manifeste? Alors, le manifeste, nous, on a écrit un début de manifeste, il y a un petit temps, je ne l'ai plus sous les yeux, mais le but du manifeste, c'est plutôt un acte fondateur qui devrait être fait par la communauté qui a envie de s'engager dans ce travail-là de réemploi. Donc, nous, on en a un peu général, mais que je n'ai même plus vraiment en tête. Mais le but, c'est vraiment que chaque communauté, c'est la communauté qui sera moteur sur cette plateforme et elle écrira un manifeste pour se fixer justement, pour savoir quel objectif elle va se fixer, vers où elle veut aller et comment elle compte entreprendre les choses. Merci. Comment peut-on participer au projet, se faire labelliser? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites partie d'une communauté, là, comme je le disais, on travaille pour l'instant avec le Fab City Store, qui est déjà une communauté qui existe, qui regroupe à la fois des ateliers et des créateurs. Donc, on va travailler avec eux, mettre en place ce label pour eux, avec eux. Donc, si vous faites partie de cette communauté, vous serez engagé dedans. Sinon, pour l'instant, on n'a pas de solution. Qu'on ait un créateur, il faut venir rentrer dans une communauté déjà existante. Donc, ça sera une des possibilités. On est en train de mettre quand même en place sur le site des éléments qui permettent de tester les choses, de s'auto-évaluer, mais qui rentreront pas, qui ne seront pas forcément visibles, qui seront visibles que par vous. La porte d'entrée est vraiment sur la question de la communauté. D'accord, merci. Question, y a-t-il des déclinaisons de Reflow Restore Relabel en province? Alors, je te laisse répondre pour Relabel et je répondrai aux deux autres. Alors, pour l'instant, non, pas du tout, mais c'est possible qu'un jour, on travaille aussi un petit peu à Nancy, où il y a un Fab City Nancy qui est en place, et c'est possible qu'on essaye d'animer avec eux une communauté, du coup, Relabel à Nancy. Et après, s'il y a des personnes qui sont partantes pour animer une communauté n'importe où, nous, on sera là pour les aider à mettre ça en place, et ensuite, ils auront la main sur l'objet. Merci, et je vais juste compléter pour Reflow et puis les outils développés au sein de Restore. Tous les outils développés au sein du consortium et plus généralement au sein du projet Reflow ont vocation à être réplicables et en open source, open access, pour qu'on puisse, que tout un chacun puisse saisir des outils et le répliquer dans une autre communauté. Donc voilà, ça répond à peu près à la question. Après, la question de gouvernance, c'est une autre question. Le projet Reflow, c'est un projet de recherche-développement sur 3 ans. On en est à la 2e année. On a encore 1 an pour faire évoluer nos outils et voir où ça va nous mener. Encore petite question.
Thibaut, où peut-on retrouver les étiquettes ou certificats d'atelier d'artisan? Pour l'instant, comme tu disais, c'est encore en développement, donc c'est sur un site, mais qui n'est pas en ligne. Et on espère le mettre en ligne dès septembre. Donc, vous pourrez tester le site, je crois qu'il s'appelle Relabel avec un tiré. Je peux aller vérifier rapidement ça, mais après, je ne m'occupe pas, moi, de la partie programmation, donc je ne sais pas si l'adresse changera, mais en tout cas, si vous suivez Fab City Paris, vous aurez Eriflow, vous aurez des nouvelles dès que ça sera sorti. Super, merci beaucoup Thibaut. Merci à tout le monde, merci à tous les intervenantes de ce soir. C'était un plaisir de passer cette soirée avec vous. Merci de vous être pliés à l'exercice qui est vraiment très challengeant, je le répète, mais c'est vraiment très challengeant de faire une présentation dans un cadre aussi contraint. Je m'excuse à nouveau pour le petit couac du début, les petites slides la slide qui n'a pas, bref, voilà. En tout cas, c'est les joies du direct, enfin, c'est les joies de, voilà, quand on fait un événement comme ça. J'espère bientôt vous voir en physique, peut-être, dans les mois qui suivront, au fur et à mesure des projets. Pour tous les spectateurs et spectatrices qui nous ont suivis, merci d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée.